suis venue pour vous parler d'une expérimentation d'un projet qu'on a mis en place il y a 5 ans, en décembre 2019. Et l'idée, c'était de faire ce dont on parle là, c'est-à-dire se dire comment est-ce qu'on peut faire quand on est enseignant dans le supérieur pour parler de sa pratique pédagogique et pour la documenter, si possible en intégrant des éléments issus de la recherche en éducation. Donc moi à la base j'ai une thèse en physique, donc je suis pas du tout formée en sciences de l'éduc, et puis je vous raconterai un peu ma trajectoire. Je me suis mise à enseigner, à me poser des questions, et donc j'ai un peu appris sur le tas, mais donc j'ai beaucoup plus une casquette praticienne qu'une casquette experte, chercheuse en éducation, et donc c'est aussi à partir de ça que je vais vous raconter, à la fois moi parce que je l'ai un petit peu fait, puis parce que j'ai coordonné la chaire, et donc forcément j'étais en interaction avec tout le monde, et donc voilà, je pourrais vous donner un peu des éléments concrets sur la façon dont on s'y est pris et comment les gens ont vécu. Avant de commencer, ça m'intéresse de savoir un peu qui vous êtes, donc au moins savoir votre profil. Est-ce que vous êtes là parce que vous enseignez, que vous posez cette question-là? Est-ce que vous êtes ingénieur pédagogique et vous accompagnez ou vous avez envie d'accompagner des enseignants? Est-ce qu'il y a des chercheurs en éducation? Donc peut-être à main levée, qui enseigne ici? Donc majorité d'enseignants. Vous enseignez tous en sciences? Capsule, c'est lié aux sciences, hein, c'est ça? Ouais. Et après, des ingénieurs pédagogiques, du coup? Voilà, et chercheurs en éducation? Voilà. Super. J'ai orienté la présentation très enseignant. Enfin, je change un peu de contenu en fonction de à qui je parle. Donc, il y a un peu de tout, mais j'avais un peu ça en tête. Donc, ce que je me suis dit, c'est avant de commencer, je voudrais préciser de quoi on parle, parce que je me suis rendu compte que quand je disais publier sur son enseignement, en fait, en fonction de ce qu'on met derrière, ça peut faire très peur ou au contraire, ça peut faire un petit peu moins peur. Et donc, je vais me baser sur ce qu'on a fait du coup dans le cadre de cette chaire. Je reviendrai un peu plus sur le dispositif après, mais c'était pour vous montrer quelques visages dès le début. Donc c'est un dispositif qui a été fait pour accompagner des enseignants, initialement les enseignants de l'université Paris-Saclay, puis maintenant on est en train d'étendre un petit peu, avec du coup un partenariat que je trouvais intéressant entre du coup des praticiens et des chercheurs en éducation. Et des postdocs qui faisaient l'intermédiaire. Donc là, typiquement, on a plein d'enseignants. Donc il y a moi qui coordonne la chaire, qui le fait maintenant avec Frédéric Bouquet. Et puis il y a des postdocs. Donc il y a d'abord eu Marine, puis Cédric, puis Marine et Cédric sont partis et Lindsay et Teresa sont arrivés. Donc qui eux ont été en charge d'accompagner les équipes au quotidien. Et donc du coup aussi de s'adapter à leurs contraintes, à leur planning, enfin voilà, d'être vraiment dans le vécu de la chaire au fil du cours, et avec un appui de chercheurs qui sont à l'UQAM ou dans le réseau des universités du Québec. Donc l'UQAM pour l'Université du Québec à Montréal, avec un titulaire de la chaire qui à l'époque était vice-doyen à la recherche de la faculté des sciences de l'éducation. Donc lui, il avait cette connaissance de la recherche en éducation. Et puis un certain nombre de collègues qui l'ont embarqué dans l'histoire, histoire de d'abord faire du collectif, puis aussi d'avoir des gens qui avaient des compétences un peu différentes ou des thématiques d'intérêt un peu différentes. Parce que quand on vient et qu'on est enseignant, on a toujours 10 000 questions qui touchent à 10 000 sujets différents. Et donc voilà, plus on a d'expertises différentes, plus c'est facile pour nous de trouver des réponses à nos questions. Et donc, je voudrais commencer par dire ce qu'on ne fera pas, parce qu'en fait, peut-être que c'est ce que vous avez en tête, mais donc il y a des grosses publications qui sont des super belles publications, qui vont être des grosses méta-analyses, qui vont être super propres, où les gens ont contrôlé pour est-ce que c'est vraiment la pédagogie qui est en cause, ou est-ce que c'est d'autres facteurs, où on a des gros échantillons, etc. Ça peut faire des super beaux résultats, et c'est pas du tout ça dont je parle. Là, ce dont je parle, c'est qu'est-ce que peut faire un prof quand il est tout seul avec ses cours dans sa classe, et il peut se faire accompagner, mais il n'y aura pas forcément de groupe contrôle, il n'y aura pas de randomisation, il n'y aura pas d'échantillons de milliers d'étudiants, et donc c'est un savoir qui est local. Moi je trouve qu'il a de la valeur, et c'est ça que je vais décrire et que je vais raconter. Donc voilà, après moi j'adore, là j'ai mis 2 papiers que j'aime bien, il y en a un certain nombre, voilà, une grosse synthèse qui permet de montrer que quand on fait de la pédagogie active et qu'on engage les étudiants, en fait on arrive vraiment à shifter les résultats et à faire en sorte que plus d'étudiants réussissent, et donc ça voilà, c'est fait sur des grosses cohortes ou alors de l'accumulation de papiers et des méta-analyses, ou d'autres qui sont plus ponctuelles mais que j'aime bien. Ça, comme vous êtes scientifique comme moi, je me suis dit que ça vous plairait peut-être autant qu'à moi. C'est une étude où ils mettent des gens dans des IRM, et puis ils regardent comment les gens répondent quand on les met face à des préconceptions en sciences. Et en fait, ils se rendent compte que l'expert, il veut répondre le truc naïf qui est faux comme tout le monde, mais il arrive à pas répondre la mauvaise réponse, et il arrive à donner la bonne réponse à la place. Et donc ça donne des éléments sur quand on apprend, est-ce qu'en fait on efface la mauvaise réponse et on en met une bonne à la place? Est-ce qu'en fait il y a les deux qui sont en compétition, mais on arrive à choisir la bonne? Donc il y a des papiers comme ça que moi je trouve fascinants pour réfléchir à ma pratique d'enseignement, et c'est pas du tout ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, j'ai pris quelques exemples de choses qui sont passées à la chaire, il y en a plein d'autres. C'est plutôt un truc où on est sur notre pratique, on fait quelque chose et puis on a envie d'en parler.
Et un des messages que je vais essayer de faire passer, c'est que dans ce que nous, on a fait, en tout cas, on n'a quasiment jamais fait un truc où on fait tout super proprement dès le début. Donc on vient, on a la question, on va bien réfléchir à la question, on va lire la littérature. Une fois qu'on aura bien lu la littérature, on va avoir une super belle question. On va penser à la meilleure façon de mesurer ça. On aura des beaux questionnaires. On va faire l'analyse, ça va être merveilleux. On va écrire le papier et là, on aura un bel article de 50 pages. Donc ça, si c'est à ça que vous pensiez en arrivant, vous êtes probablement dit, c'est pas possible. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que faire ça du premier coup, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait, avec nos vies, dégager l'espace pour tout faire bien et tenir sur la durée. Donc ce qu'on a vécu chez nous, c'est plutôt un truc qui pour moi est assez spiralaire, c'est-à-dire on part de ce qu'on a, puis déjà on va le décrire, éventuellement on va essayer de prendre quelques rétroactions, on va peut-être faire un petit questionnaire, des choses qu'en fait on fait déjà, mais peut-être qu'on va un tout petit peu plus travailler la façon dont les questions sont formulées, peut-être qu'on va un peu plus travailler la façon dont on va analyser les résultats, et puis on va commencer par une petite communication, et puis du coup on aura un peu réfléchi, on aura peut-être lu un ou deux petits trucs, donc ça va un peu changer notre façon de penser le truc, et peut-être qu'on va vouloir recommencer l'année d'après, puis ce sera un peu mieux, et puis à force de faire, on va apprendre de la méthodologie et des choses, et puis on va peut-être aller plus loin en termes de ce qu'on peut publier. Et dans ce processus-là, pour nous, ce qui était hyper important, je pense, pour moi, c'est un dispositif qu'on a monté pour faire se rencontrer les gens, pour faire discuter, pour réfléchir. Et il n'y a pas d'objectif commun. Et c'est vraiment chaque enseignant qui décide ce qu'il veut faire, à quel rythme il va et qu'est-ce qu'il veut comme résultat. Et donc, il n'y a pas de pression non plus. Donc, on a des gens qui viennent. J'en ai une, elle vient tous les, 3 à 6 mois parce que juste, elle a plein de trucs. Et puis, dès qu'elle libère du temps, elle le fait. Puis, elle le fait avancer. Mais voilà, ça prend le temps que ça prend. Il y en a qui font une petite communication et puis c'est tout. Et il y en a, là, c'est notre binôme un peu incroyable qui, sur les 5 ans de développement, ont commencé par des petites choses et puis on finit par publier des articles qui ont été publiés dans des revues de sciences de l'éducation où les autres personnes qui publient, c'est des vrais chercheurs en sciences de l'éducation. Et évidemment, elles ont fait une conférence, je vous ai mis la référence sur une des slides pour raconter un peu leur trajectoire et effectivement, elles n'ont pas commencé en se disant tiens, on va tout faire proprement, on va bien se former, puis quand on saura tout faire, on va faire un beau papier. Juste, elles ont fait au fur et à mesure et en faisant au fur et à mesure, elles sont montées en compétences. Donc voilà, du coup, c'est un peu ce processus-là que je veux vous raconter, en vous racontant comment on s'y prend, par quoi on passe, à quoi ça ressemble. J'ai essayé de me dire c'est quoi mes grands messages, je préfère vous les donner au début, comme ça irriguera un petit peu tout ce que je vais raconter. D'abord, peut-être le premier truc, c'est pourquoi faire ça, parce que j'imagine que vous croulez pas sous le temps libre. D'accord. Donc, si vous êtes enseignant-chercheur, vous avez la recherche, et si vous êtes prague, vous avez l'enseignement aussi. Enfin, il y a l'enseignement pour tout le monde, il y a toute la coordination, les tâches administratives, etc. Je pense qu'on connaît tous les conditions de travail à l'université aujourd'hui, et on sait que c'est pas forcément des conditions qui laissent un temps fou pour pouvoir faire plein de choses comme ça, en plus des tâches de base qui sont déjà difficiles à faire. Et pourtant, dans ce dispositif, on a eu une quarantaine d'équipes qui ont été accompagnées sur les 5 ans avec une quarantaine ou une cinquantaine de publications ou d'articles. Je pense qu'on a touché au moins une centaine de personnes, à des degrés divers. Certains ont fait un peu, certains ont fait beaucoup, certains sont venus, sont pas revenus, certains sont là depuis 5 ans. Mais il y avait quand même du monde, et donc ça pose la question de pourquoi les gens ont pris ce temps-là. Et pour moi, une des réponses que j'ai un peu partagée avec l'équipe, on a un peu mis en commun, c'est que j'ai l'impression qu'il y a d'abord un truc sur le fait de se nourrir. C'est-à-dire que souvent, comme on enseigne, on a parfois des questions, de toutes les façons elles sont là, et de toutes les façons on essaie de faire des choses. Et souvent, on fait avec notre expérience, on fait avec nos intuitions, on discute entre collègues, on va assister à des conférences capsules, et donc on essaie de prendre. Et moi, j'ai trouvé dans ma propre pratique que j'ai essayé plein de choses, et qu'il y a des fois où se poser et apprendre des trucs, c'est hyper nourrissant, et que en fait, ça prend du temps, mais ça a cet avantage-là de pouvoir se nourrir de quelque chose qui a été pensé par d'autres personnes, qui donnent des éléments de réponse à ses propres questions, comme ce papier là sur la neuroimagerie que je trouve hyper fascinant. Il y a un bénéfice aussi important sur le fait de se nourrir, donc il y a le fait de se donner de l'énergie, il y a le fait de mettre des mots sur sa pratique. Et là, Christine, tu veux intervenir parce que, alors j'ai proposé à Christine et Pacôme de parler un petit peu de leur petite expérience autant qu'ils le souhaitaient. Et si vous voulez poser des questions, attendez pas à la fin. Je propose que ce soit un peu interactif. Mais il y a un truc sur le fait on fait des choses, on sait qu'on fait des choses et on n'a pas forcément les mots pour en parler. Et en fait, acquérir un vocabulaire qui vient des sciences de l'éduc, on a trouvé que d'abord ça permet d'avoir les mêmes mots entre collègues. Et puis, ça donne une forme de légitimation, en fait. Parce que tout d'un coup, c'est pas juste ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait avec les bons mots, avec éventuellement des études qui permettent de donner un cadre à ce à quoi on pense. Et ça, moi, on a trouvé que c'était intéressant à la fois pour soi, pour partager avec les collègues. Et il y a des cas dans lesquels ça a vraiment donné de légitimité aux équipes qui faisaient quelque chose.
Si je reprends Armelle et Isabelle qui sont là, bon, elles, c'est celles qui ont été le plus loin, donc vraiment, elles sont pas représentatives de tout ce que les gens ont fait, mais ça montre ce qui est possible. Elles ont commencé avec un projet où, en fait, elles ont travaillé sur une petite UE qui était une option. Et en fait, le fait d'être capable d'analyser leur dispositif et puis de regarder un petit peu l'impact de ce qu'elles faisaient, ça leur a permis de convaincre leurs collègues de passer à l'échelle de toute la L1. Et ça, elles disent que typiquement, voilà, le fait d'avoir eu un petit cadre pour le faire, ça les a aidés. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc où ça répond à une curiosité, et ça c'est... Je pense qu'à l'université, on a ce truc où c'est des métiers de curiosité, quand même, un petit peu, et que donc ça, c'est quelque chose que du coup, on retrouve dans son enseignement, ça permet de valoriser, et il y a ce truc, voilà, d'avoir un objectif, et puis d'avoir plus d'outils pour être plus efficace aussi dans ce qu'on cherche à établir. Donc c'est un peu des discussions qu'on a en interne, où à la fois je me dis, bah c'est sûr que ça prend du temps et qu'on n'en a pas. Moi, j'ai tendance à penser que ça en fait gagner un petit peu. Alors, mes collègues sont pas toujours d'accord, parce que voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on est plus efficace une fois qu'on a assimilé les choses et que et puis que de toute façon, c'est un petit peu. On va pas tout assimiler comme ça d'un coup. Donc voilà. Ensuite, j'ai donné un petit peu les grands messages en partie. Il y a ce truc effectivement qui est un peu déconcertant quand on vient en particulier des sciences expérimentales. Ce truc, en fait, si on décrit proprement ce qu'on fait en classe, ça a de la valeur en fait. Et c'est considéré comme voilà quelque chose sur lequel on peut communiquer, on peut publier, parce que voilà ils ont l'habitude, les SHS, les sciences éduques, ils ont l'habitude de traiter sur des milieux complexes où on contrôle un peu moins les choses que ce qu'on peut faire dans d'autres disciplines, et donc on peut le faire. Avec évidemment la portée que ça a. Enfin, je veux dire, on parle de son expérience et ça va pas donner des grandes leçons sur l'univers, mais je pense que c'est pas notre rôle et c'est pas pour ça qu'on le fait. Voilà, après, dans notre cadre, vraiment, on a vécu ce truc où chacun fait ça à sa mesure, petit, grand, beaucoup, un petit peu. Et je pense que pour moi, je pense que c'est quelque chose de collectif, ça nécessite un truc important quand même, c'est d'accepter, de vivre avec l'imperfection. Parce que la première fois qu'on vient puis qu'on décrit sa pratique, et bah, c'est sûr qu'on n'a pas forcément, c'est sûr qu'on fera mieux la fois d'après. Mais c'est un chemin, et juste ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça permet d'avoir et qu'est-ce que ça nous permet de faire comme petit pas pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, et quand on peut, moi je pense qu'être accompagné, évidemment qu'on gagne énormément de temps. Donc il se trouve que visiblement à Capsule, vous avez Paola qui est là et qui fait ça. Et donc si jamais le temps que vous passez ici vous donne un petit peu l'envie de faire, je ne peux que vous inviter à aller la voir et puis à travailler avec elle. Et puis peut-être qu'on pourra organiser quelque chose pour qu'il puisse y avoir une collaboration avec ce qu'on fait aussi, histoire que vous rencontriez les équipes. Enfin voilà, ça c'est des choses à construire après si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous ai mis un lien quand vous aurez les slides pour aller vers une présentation qu'ont donnée Armelle et Isabelle en décembre pour justement faire le bilan de leurs 5 ans et raconter un peu leur trajectoire chaotique mais productive. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder. Et voilà. Et je me suis dit qu'éventuellement, peut-être vous voudriez les inviter un jour pour parler de leur expérimentation, parce qu'elles ont vraiment fait quelque chose de fascinant. Et elles arrivent vraiment sur des publics en difficulté à améliorer à la fois leur ressenti, leur sentiment d'auto-efficacité, enfin, voilà, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble et leurs résultats scolaires. Donc, vraiment, c'est des personnes qui font un chouette travail. Donc, voilà sur les grands messages. Déjà. Une micro-anecdote, mais qui date de ce matin, sur à quoi ça sert aussi. On a une des équipes du début qui est un binôme de biologistes qui ont mis en place de la classe inversée en L1. Et ça, c'est une des équipes qui a aussi hyper fonctionné et où ils ont fait plus qu'une petite com, ils ont fait un papier, où ils ont fait des choses un peu proprement. Et du coup, ils ont eu un article dans RIPES, qui est donc une des revues de pédagogie d'enseignement supérieur. Et j'ai reçu un mail ce matin dans ma boîte de Morgane qui me dit « Ah, au fait, il y a un papier dans Le Monde ce matin sur ce qu'on a mis en place parce que le journaliste a vu ce dont on parlait dans RIPES et nous a appelé. » J'avoue que même moi qui suis assez convaincue du dispositif, ça m'a un peu scotché. Je me dis, il y a des journalistes du Monde qui lisent RIPES, qui trouvent des éléments pour faire des papiers dessus. Et j'ai d'autres anecdotes moins Le Monde, moins marquantes, mais aussi de personnes qui m'ont écrit en disant « Ah, mais j'ai vu ce que vous avez fait dans tel colloque, c'est hyper intéressant, est-ce qu'on peut échanger ?» Donc voilà, ça reste une façon de laisser des traces et donc après de communiquer avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions à ce stade-là ? Est-ce que tu veux compléter avec quelque chose, Christine ? Non. Moi, je veux compléter avec Ouais. quelque chose de... Ouais, Caroline. Christine parle souvent d'éteignage, en fait, et je trouve que c'est vraiment cette notion-là d'apporter une structure qui va nous soutenir. Ouais, je trouve que c'est... Ouais, je sais pas exactement ce que tu mets derrière, est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Ouais. Et c'est un peu ce que tu disais dans le mettre des mots. Ouais. De manière générale, dès lors qu'on met des mots, on peut aller souvent dans sa réflexion.
Et puis je trouve qu'il y a un côté... Il y a une intuition par un concept et ça permet d'aller un cran plus loin, de faire un peu différemment. Ouais. Et des fois, je trouve que ça aide à structurer, c'est-à-dire qu'il y a ce truc où tu as des idées, et bien il y a quelqu'un qui a pensé pour avoir le cadre, et donc qui a proposé un truc où il a réfléchi à un peu l'ensemble, et donc tu te dis pas, ah mais il me manque un truc majeur par rapport à cette question-là, et tu peux rentrer en faisant juste la checklist où la personne elle a pensé pour toi de, tiens, bah du coup, il faudrait regarder ça, 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 et du coup, tu regardes ce qu'il dit, puis tu dis, bon, tu regardes ça, ça, ça. Donc ça simplifie un peu la réflexion, quoi. Après, il faut trouver les bons concepts, et ça c'est dur, et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. C'est que souvent, enfin moi j'ai eu ce truc où j'avais l'impression que je m'intéressais à tout, et du coup, choisir un truc, c'était hyper difficile. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu. Ouais, bah, c'est clair que quand je voulais le dire dans l'intro, mais le champ des sciences de l'éduc, c'est très vaste. Ouais. Et en plus, les sciences de l'éduc, ça va piocher dans plein d'autres disciplines. Ouais. C'est pas une discipline, enfin, une discipline en soi, mais ça va piocher un peu partout. Et du coup, c'est vrai que les approches, une fois, sont un peu confusantes. Ouais. Quand j'ai montré le titre à une de mes postdocs, elle m'a fait « Non, il ne faut pas dire en sciences de l'éduc, parce que des fois, il y a la psychologie, etc. Et c'est pas forcément les sciences de l'éduc. » Alors du coup, j'ai mis « en éducation ». Excusez-moi le raccourci. Mais après, il y a des questions de vocabulaire et pour lesquelles c'est bien d'être avec quelqu'un qui connaît un petit peu. Dans ce que j'ai prévu dans ma présentation, alors on peut adapter un petit peu, j'ai prévu un temps, donc ça c'est la version short, j'ai prévu un temps assez conséquent dans lequel je présente l'Institut et ce qu'on fait, à la fois pour que vous connaissiez le contexte, mais aussi parce que du coup j'ai des ressources qui ne sont pas directement liées à ça, et je me suis dit que vous pouviez piquer ça, et peut-être que vous ne repartirez pas en vous disant je veux publier sur ma pratique, mais vous repartirez avec un jeu, un truc. Donc il y a une première partie où je vous présente le contexte, une deuxième partie où je raconte un peu plus la chaire, et une troisième partie où j'ai plus mes réflexions personnelles sur comment on passe d'un praticien qui ne connaît pas du tout à une posture de recherche, c'est quoi les choses difficiles, c'est quoi les changements de posture à adopter. Et là c'est plus ma réflexion personnelle qui n'est pas très étayée, mais ouais, c'est un peu comme ça que j'ai structuré les choses. Donc, peut-être pour vous dire quelques mots, parce que je pense que ça explique aussi une partie de ce que je dis. Donc, moi, à la base, j'ai donc une formation de physicienne. Donc, voilà, je me suis un petit peu à la maison ici. Et donc, j'ai commencé à enseigner quand j'étais en thèse, hein, vraiment le grand classique. Et en fait, après ma thèse, j'ai décidé de rejoindre l'institut qui était en train de se créer. Et donc, j'ai plutôt eu des rôles où j'ai enseigné. J'ai un peu eu de l'animation d'équipe, d'équipe pédagogique, de la coordination. J'anime des groupes d'enseignants qui réfléchissent à des questions. Je connais Christine et un peu Caroline par le biais de ces activités-là. Et puis, dans ce cadre-là, on a commencé à faire ça, à publier sur nos pratiques. D'abord, on n'y a aucun accompagnement, juste en racontant notre vie. Et puis, après, via le contact avec certains chercheurs, on a été amené à apprendre à faire un petit peu mieux. Donc voilà. Et maintenant, je suis beaucoup sur un peu plus la coordination. J'enseigne encore un petit peu. Et j'ai un profil un peu mixte, mais en tout cas, pas chercheuse. Donc voilà. Et donc, je voulais parler un petit peu de ce dont quoi je travaille et du centre, de l'Institut et du centre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de l'Institut des Bonjour Sherpak? À part celles qui sont déjà venues. En fait, c'est un institut qui est situé à Orsay, parce qu'une de nos universités partenaires, c'est l'Université Paris-Saclay, donc on est dans les locaux de l'Université Paris-Saclay. Et on a un gros point d'intérêt public, en fait. On est donc une structure qui a été créée pour accueillir une licence de sciences qui avait pour vocation de prendre des jeunes qui n'étaient pas forcément dans le moule, avec pas mal de diversité, donc pas mal de boursiers, des jeunes qui venaient de bac techno, des jeunes en situation de handicap, et puis d'en profiter pour réfléchir à notre façon d'enseigner. Et donc c'est un projet qui a été financé par les grands appels à financement d'innovation pédagogique il y a une dizaine d'années et qui a mené à la création de cet institut, ce qui fait qu'on est à la fois une toute petite structure. Voilà, on a 35 étudiants par an, alors avec des profils très différents, mais voilà. Et en même temps, on est un groupement qui est porté par des grandes universités, donc on est aussi au contact de beaucoup de plus grandes masses. Donc c'est quelque chose d'un petit peu spécifique. Donc ça, voilà, c'est mes étudiants. Et on a aussi ce truc comme on est un groupement d'intérêt public, le but c'est qu'on serve... qu'on mène ce projet, qu'on enseigne à nos étudiants, qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'on peut leur enseigner et qu'est-ce que ça peut donner à des personnes qui enseignent dans un contexte plus standard. Et on a aussi pour vocation de un peu servir le bien commun de manière un peu plus large. D'où aussi le fait que je vienne là, le fait que je sois intéressée par le fait de travailler avec vous, c'est parce qu'en fait, c'est pas exactement comme quand on est un service au sein de l'université où vraiment on est là pour servir l'université en question. Là, on est là pour évidemment travailler avec les partenaires qui nous financent directement, mais pas que.
Donc c'est un projet qui s'est fait à la base entre des universités et des grandes écoles. À l'époque, les grandes écoles n'avaient pas de bachelor et du coup, elles voulaient travailler sur la diversité en amont de leur recrutement. Et donc, c'était naturel pour elles de travailler avec des universités. Et il y a des entreprises qui sont mécènes et qui contribuent à la fois en partie au financement de l'Institut et puis qui interviennent parce qu'ils sont parrains, ils font des ateliers. Voilà, ils interviennent directement auprès de nos étudiants. Donc voilà. Et donc, comme je disais, on est donc avec peu d'étudiants, mais qui sont quand même très accompagnés. On a essayé d'aller chercher un peu tous les critères de diversité. Donc, c'était d'abord la diversité sociale parce que c'était le cœur du projet initial. Et puis, très vite, on a eu des jeunes en situation de handicap. C'est devenu une thématique assez importante. On a pas mal de jeunes issus de bac techno. Et on a des taux de réussite qui sont quand même extrêmement élevés par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ce qui dit au passage que quand on a les ressources, l'accompagnement et des méthodes pédagogiques, évidemment, ça marche mieux. Donc voilà. Donc ce qu'on fait n'est pas réplicable partout parce qu'ils ont de l'accompagnement, un hébergement. Mais bon, je pense que ça donne quand même à réfléchir. Et puis du coup, un des questionnements qu'on a, c'est au-delà de ce qu'on peut faire pour ces jeunes, qu'est-ce qu'on peut apprendre qui peut servir après à d'autres personnes. Et c'est un petit peu ça qui nous a amené à vouloir publier sur nos pratiques, à vouloir monter un centre d'expérimentation où les gens pouvaient venir pour discuter avec nous et monter des projets. Pour essayer d'avoir un impact qui allait un petit peu au-delà de ces étudiants-là. Donc j'ai mis quelques mots sur la formation. Je me dis qu'en tant qu'enseignant, ça vous intéresserait peut-être. Du coup, on a fait une licence dans laquelle il y a toutes les matières scientifiques qui sont représentées parce qu'on s'était dit qu'on allait avoir des jeunes qui risquaient d'être dans l'autocensure ou qui n'allaient pas forcément se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire. Donc on ne voulait pas qu'ils arrivent en disant « moi, je sais que les maths, c'est pas pour moi » ou « je sais que la bio, c'est pas pour moi ». Donc ils font de tout en première année et puis ils se spécialisent progressivement. Et on a mis en place des apprentissages par projet, de la pédagogie active, enfin un certain nombre de choses qui sont un peu racontées après, avec l'idée qu'ils puissent construire leur trajectoire à la fois en essayant de tout et en développant des compétences transversales et puis en ayant confiance en eux parce que ils refont un petit peu des choses et ils se spécialisent à la fin. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a mises en place. On a le groupe La Physique Autrement, que vous connaissez peut-être, qui travaille beaucoup sur le fait d'avoir des formats différents, en particulier en utilisant les smartphones pour faire des mesures. On a développé des jeux, on a fait des projets. J'ai beaucoup travaillé, j'enseigne les maths à l'entrée de la licence parce que c'est là qu'est la difficulté. Je savais que ce serait l'endroit douloureux. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses pour ça, sur lesquelles on pourra revenir à l'occasion, même si c'est pas le sujet. Et ça a donné lieu, du coup, au centre d'expérimentation, qui est un lieu physique où les gens peuvent venir pour travailler et se rencontrer. Donc, c'est un lieu dans lequel on a essayé de penser tous les espaces pour se dire, finalement, en tant que prof, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour un peu passer de l'idée à la réalisation? Qu'est-ce qui serait utile? Donc, il y a des canapés qui sont le cœur du CEP dans lequel tout se passe, les réunions, les discussions, le brainstorm, etc. Des grandes tables sur lesquelles on peut se poser pour être entre deux cours, corriger ses copies, discuter un petit peu à 2 ou 3. Des petites salles de réunion où on peut se mettre au calme. Un petit studio vidéo qui est pas un gros truc professionnel comme il peut y avoir, mais qui permet de faire vite des petites choses pour prototyper. On aime bien l'idée qu'on fait pas parfaitement, mais on fait un petit peu et on avance en faisant. Et on a une petite salle avec du matériel, beaucoup de papier, des trucs pour découper, du matériel un peu bizarre pour prototyper, du matériel pour les jeux. Et donc c'est au sein de ce centre que moi je travaille, que les enseignants peuvent venir. Et puis des fois qu'on accueille des gens. L'idée, c'était aussi d'essayer de reproduire ce qu'on a dans les labos. Où par exemple, on peut avoir un chercheur invité qui va venir un mois et puis du coup, il est là, on peut travailler avec lui, on peut s'enrichir de nos pratiques. Et on avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment ça, sauf si vous avez ça vous, mais dans le domaine de la pédagogie. Et donc là, l'idée, c'est qu'avec ce lieu-là, on a eu, par exemple, un enseignant-chercheur qui est venu pendant 6 mois faire son sabbatique, qui était enseignant-chercheur sur les compétences, et puis qui était là et avec qui on pouvait interagir. Et on va avoir cette année, comme ça, des chercheurs québécois qui vont venir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sur des temps un peu plus longs, et qui vont se poser, avec lesquels, du coup, on peut reproduire un petit peu cette ambiance-là. Sur le CEP, donc pour vous donner peut-être un peu plus de visage et de concret, donc il y a nous qui faisons la coordination, donc j'ai passé la responsabilité à mon collègue Frédéric en janvier, donc c'est le nouveau vrai responsable du centre d'expérimentation. Moi, je me charge de développer des nouveaux projets, et Pauline qui est chargée de projet qui nous aide. Ensuite, il y a les postdoctorants qui font du coup cet accueil, cette aide à la publication. Donc il y avait Marine et Cédric qui sont partis cet été, qui ont été remplacés par Lindsay et Teresa. Et après, pour ce qui est de la chaire, il y a du coup les chercheurs québécois qui sont au Québec. Donc il y a un enjeu aussi à réussir à interagir avec eux
Donc, ils viennent une fois par an pour le workshop. Et puis après, on fonctionne beaucoup par visio. Hein. Je pense que ça ne vous étonnera pas. Donc, voilà, on fait un certain nombre de choses. Et je vous ai ramené des petits trucs concrets. Je me suis dit que vous alliez peut-être avoir envie de jeter un coup d'œil après la présentation. Je ne sais pas si je les présente là. Il y a des jeux, par exemple, qu'on a développés. Certains qui sont génériques. Comme ça, c'est vraiment juste les flashcards de questions-réponses. Il y a un moment en fait où j'ai vachement essayé de prototyper avec les étudiants et on a fait quelques versions propres. Et donc là, l'idée c'était d'avoir la même chose que ce que moi je faisais avant, c'est-à-dire des feuilles de papier découpées sur lesquelles j'écrivais mes questions et mes réponses, mais en version propre, avec l'idée que des fois c'est plus engageant quand c'est complètement fini. Donc il y a des fichiers que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site web. Ça s'envoie moi je l'envoie à la repro qui me le redonne tout découpé, tout comme il faut. J'ai mon paquet vierge, voilà. Et on peut soit avec un fichier écrire des questions-réponses sur un Excel et puis générer les cartes, soit, moi ce que j'aime bien faire en vrai, c'est que je les ai vierges et je les écris à la main, et voilà. Donc ça permet d'avoir des moments en TD par exemple, dans lesquels on peut faire jouer les étudiants avec des supports, et on a d'autres choses que dans lesquelles je rentre pas en détail, mais voilà, des supports de jeu pour les étudiants. On a fait une version jeu pour les enseignants, et c'était parce qu'on voulait pouvoir parler entre collègues, et moi j'avais un peu l'impression que je me faisais un peu des représentations de quel collègue pensait quoi et que j'avais toujours les mêmes conversations avec mes collègues, parfois très satisfaisantes, parfois très frustrantes. Et donc du coup on s'était dit qu'on allait faire autre chose. Donc ça c'est des cartes dans lesquelles on se met à quelques-uns, on met les cartes au centre et puis chacun à tour de rôle choisit une question à laquelle il répond. Et donc il y a des questions sur qu'aimez-vous dans l'enseignement de votre discipline, qui sont un peu personnelles. Il y a des questions qu'on a appelées techniques, genre comment tu gères l'évaluation par exemple. Et il y a des questions qu'on a appelées les questions vaches. Ce sont des questions auxquelles on ne veut pas répondre. Comme par exemple, comment est-ce que tu fais pour savoir si ce que tu fais marche? C'est une question vache. Donc voilà, on l'a fait pour un atelier, puis c'est pareil, on peut le télécharger sur le site. Et on a des collègues qui font ça pour animer des discussions entre pairs. Donc on essaye vraiment de faire des choses pour nous et puis de faire des supports qui sont après disponibles pour le reste de la communauté pour essaimer. On a fait un livret l'année dernière pendant qu'André-Sébastien était en sabbatique comme il est chercheur sur l'évaluation des compétences. Du coup, on a fait une semaine sur les compétences et moi je lui ai donné comme mission, je lui ai dit tu viens 6 mois, je veux que tu me fasses des supports qui vont prendre ce que tu connais de la recherche et qui le rendent très applicable et très concret pour nous. Comme ça, ce sera hyper actuel et hyper pragmatique. Et donc on a mis en version téléchargeable en fait les fichiers. Et on est en train de finir de construire un site sur lequel vous pourrez récupérer toutes les ressources. Donc, si jamais vous travaillez sur les compétences, ça vous fait éventuellement des supports qui ont été conçus et que vous pouvez utiliser. Ça, j'ai pas de support parce qu'on est en train dedans, mais je vous en touche un mot. C'est pareil, c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. C'est un groupe de pratique qu'on a mis en place et où on travaille avec Gisèle Guedet, qui est didacticienne des maths pour l'enseignement supérieur. Et en fait, on va voir si vous avez ce problème-là, mais ça venait d'une problématique que je rencontrais et qui me semble pas unique, qui était comment je fais pour aider mes étudiants qui se plantent à cause des maths, et en particulier qui se plantent à cause des maths faciles. C'est-à-dire pas comment je fais pour aider les étudiants, parce qu'ils n'ont pas très bien compris tel concept de terminale, mais comment je fais pour aider mes étudiants qui ont des problèmes avec des fractions, qui ont des problèmes avec des simplifications de calcul algébrique simples. Et c'était des moments où moi je me sentais hyper démunie parce que je sais pas comment les aider. Et du coup, on a un petit groupe comme ça où on essaye de se dire ok, c'est quoi les erreurs qu'on retrouve, quel sens on peut donner, comment est-ce que je fais pour savoir si cette erreur-là, il a fait à cause de ci ou à cause de ça. Et donc voilà, on se réunit de temps en temps, on est un petit groupe de collègues et on essaye de réfléchir là-dessus ensemble. Donc, on a comme ça des petites communautés de pratique au CEP. Donc voilà, et il y a c'est un projet qui a permis, ça je le dis quand même, avant la création de cette communauté, j'avais travaillé avec une didacticienne qui est Aude Cossario, qui est maintenant à son compte et qui a coordonné un groupe dont je faisais partie pour qu'on écrive plein de ressources qui sont sur Unicel maintenant. Et donc du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez récupérer directement les questions sur Unicel et entraîner les étudiants avec. Donc voilà, c'est quelques exemples. Comme c'est pas le sujet de la conférence, je me suis permis de les rajouter, mais je vais pas faire un tour d'horizon exhaustif. Et je vais rentrer dans le sujet du coup qui nous intéresse particulièrement, qui est le fait de se dire comment est-ce qu'on fait pour publier sur ces pratiques et pour accompagner la publication. Donc là, ce CP, j'en ai parlé. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça déjà? Il y avait au début, en fait, on a commencé quand même à se dire tiens, ce serait bien qu'on lise un peu sur les sujets. Moi, je trouvais que c'était pas toujours hyper facile de me motiver, de dégager le temps pour le faire. Et on s'est dit, on va faire un journal club comme en recherche. Sauf que ce sera un journal club pédagogique. Et donc, l'idée, c'était qu'une fois par mois, il y ait une personne qui lise quelque chose
un article, un bouquin, voilà, qui fasse ce travail-là et puis qui le présente aux autres. Donc on a commencé en, je sais plus, 2017, quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui continue de tourner, c'est quelque chose auquel Caroline et Christine participent de temps en temps, et là on est arrivé au stade où je trouve que c'est assez confortable parce qu'il y a toujours du monde et ça roule. Au tout début on était un peu pas toujours très nombreux, donc voilà, il fallait se motiver à persévérer, et là on est dans un stade où il y a suffisamment d'enseignants dans la boucle qui sont intéressés pour qu'il y ait toujours une petite dynamique, et donc c'est quelque chose qu'on fait en hybride, donc si ça vous intéresse je peux vous rajouter à la liste de diffusion et vous êtes les bienvenus pour venir écouter. En tout cas, il y avait ce premier truc qui était déjà de nous apprendre à nous documenter un petit peu. Et puis ensuite, donc on était un projet financé par l'ANR, et l'ANR demande un peu des indicateurs de réussite, voilà, comment on mesure l'impact. Et on s'est dit, plutôt que de faire quelque chose, on va trouver 1 ou 2 indicateurs pour notre projet. Et si on essayait de mettre en place un guide que les enseignants peuvent utiliser pour évaluer leur pratique et le faire dans leur contexte, sans aide, en autonomie. Donc voilà, pour faire ça, du coup, on a travaillé avec un postdoc qui est maintenant chercheur à l'UQAM, Emmanuel Haar, dont c'était l'idée initiale en fait, qui a donné lieu à ce guide EVA. Et l'idée du guide, c'était de se dire, finalement, quand on veut évaluer sa pratique tout seul, on se pose plein de questions sur comment faire, est-ce que ça a du sens, qu'est-ce qui est légitime, c'est quoi mes choix. Et donc on s'est dit, on va faire un guide qui reprend toutes ces questions-là, où on aura pré-mâché la réflexion pour que juste les personnes puissent le lire et puis choisir à chaque fois, et que ça a été pensé pour les gens. Donc du coup, il y a pas mal de textes, mais en fait, c'est souvent des questions qu'on se pose déjà, mais c'est juste articulé pour pas revenir 5 fois sur la décision parce qu'on n'est pas sûr d'avoir pris la bonne ou parce qu'on n'est pas sûr de ne pas avoir oublié quelque chose. Et donc pour faire ça, donc nous on n'avait aucune connaissance en sciences de l'éduc autre que un peu ce qu'on faisait. Emmanuel m'a dit mais il y a Martin Riopel à l'UQAM avec qui j'ai échangé, qui est vraiment super et ça pourrait l'intéresser de m'encadrer. Donc voilà, du coup on dit Martin, est-ce que tu veux bien encadrer Emmanuel, sachant que ce sera à distance. Donc on a commencé à travailler avec Martin sur le projet, et c'est suite à ça en fait qu'on s'est dit mais on pourrait peut-être aller plus loin et vraiment avoir une collaboration qui permette aux enseignants de publier. Donc ça peut être dans des colloques en pédagogie, des actes de colloques, et puis d'aller vers de la publication dans des revues. Et ça a amené à la création de la chaire, en fait. C'est ce partenariat-là qui a mené à la création de la chaire. Donc avec ce que je racontais là, un peu là, juste je parle beaucoup et je m'arrête pas. Je me demande si est-ce que vous survivez. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions pour me ralentir? Ça va, vous arrivez à suivre. Donc voilà, donc c'est un peu ce que je racontais là. On a lancé le projet avec un workshop en décembre 2019, et franchement c'était l'aventure parce que on avait une intention, il y avait que des gens bienveillants et compétents, donc ça avait toutes les chances d'aboutir, mais enfin, on a un peu inventé des outils au fur et à mesure que ça s'est passé. Et le miracle, c'est quand même que ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu une 40aine, une 50aine de personnes qui se sont inscrites pour une semaine. Certains que la première fois, on a demandé à ce qu'ils soient présents toute la semaine. Maintenant, on est un peu plus sympa, mais on ne savait pas trop. Là, c'était la première. Et en plus, c'était 2019, il y avait, je sais plus si c'était la neige ou les grèves, enfin bref, il n'y avait pas de RER, donc on a organisé le covoiturage, enfin bref, c'était, voilà. Et les enseignants sont venus, et les Québécois sont venus aussi, il y avait toute l'équipe. Et c'est un moment où il y a eu un truc un peu magique qui s'est quand même passé dans cette semaine de rencontre entre ces deux univers-là, et qui a beaucoup porté le projet. Je sais que Diane, par exemple, qui est restée dans le projet alors qu'elle a énormément de projets à côté, elle est très sollicitée. Quand on lui a dit « mais pourquoi t'es là, pourquoi t'es restée ?» Elle dit « mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. » Et il y a vraiment eu un truc où à la fois les chercheurs qui, dans l'ensemble, avaient suivi Martin, n'avaient pas complètement... C'était pas hyper clair pour eux ce qu'ils allaient faire, donc ils ont suivi par confiance. Et puis les enseignants aussi, en fait, ils se sont inscrits. Des fois, ils avaient même pas complètement compris qu'on allait les inciter à publier, donc ils ont eu un petit choc au premier jour. Les gens sont venus, et puis finalement, voilà, ça a marché. On a des enseignants qui ont décommandé des enseignements. Je sais plus, ils ont décalé des cours pour pouvoir s'assurer d'être là, etc. Donc ça, c'était un peu magique. Et je pense que ce qui est incroyable pour moi, c'est que ça a continué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont continué à travailler, et la plupart d'entre elles ont fait au moins une communication, même si elles n'ont pas toujours continué après. Et donc voilà, du coup, ça a permis au projet d'être porté, d'être renouvelé, ce qui fait qu'on a des nouveaux postdocs, que voilà, le portage politique a été transféré, et que voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne quand même relativement bien. Même si ça reste quelque chose qui n'a que quelques années, et il faut peut-être plus de temps pour vraiment s'assurer que le modèle marche bien, comprendre pourquoi il marche ou qu'est-ce qui ferait qu'il ne marcherait pas. Les équipes changent un peu, donc voilà.
Donc, comment ça marche concrètement? Donc, il y a eu ce workshop initial qui a été important et c'est vrai qu'on essaye tous les ans, on fait une semaine de workshop au moment où les Québécois peuvent venir parce qu'ils sont entre 2 semestres. Donc, c'est souvent juste avant les vacances de Noël et c'est aussi un moment où les équipes peuvent se rencontrer. Ce que je trouve assez chouette parce que un des intérêts, je trouve, de ce truc-là, c'est qu'on rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes questions que soi. Des fois, nos collègues directs se posent pas forcément exactement les mêmes questions, pas forcément le même degré d'implication. Donc, ça permet de rencontrer des pairs et puis d'être nourris. Donc voilà, il y en a qui viennent, ils arrivent à dégager 1 ou 2 journées dans la semaine. Il y en a qui m'ont dit, j'ai fait en sorte d'être disponible parce que ça me donne tellement d'énergie. Il y a un peu tout sur ce spectre-là. Et c'est important parce qu'on sait que c'est très compliqué de synchroniser les agendas. Et donc c'est un peu le seul moment dans l'année où on a vraiment des temps collectifs. Le reste du temps, on a les journal clubs où on peut se retrouver un petit peu. Il y a des ateliers d'écriture qui sont faits ou des formations ponctuelles sur des besoins d'équipe et dans lesquels là, on va être moins nombreux, mais on va pouvoir se rencontrer. Donc là, typiquement, il y a un colloque de pédagogie où il faut soumettre avant le 15 décembre ou le 15 janvier. On fait un workshop d'écriture quelques jours avant, comme ça, on se cale ensemble, on essaie d'écrire, on soumet on fait relire par les postdocs ou par Martin. Et voilà, ça permet d'avancer dans la rédaction. Et après, le gros du travail, c'est vraiment l'accompagnement à la carte, c'est-à-dire c'est vraiment le fait d'avoir des postdocs qui sont là et qui s'adaptent au rythme des équipes, aux besoins des équipes, qui font du sur-mesure. Et en particulier, s'adapter au rythme, je pense que c'est hyper important parce qu'on est tellement contraint par le temps qu'il faut pouvoir saisir les balles au bon quand les gens ont le temps. Et donc, la chaire, elle est quand même principalement portée par le travail des personnes qui accompagnent, c'est-à-dire Marine et Cédric avant et maintenant Teresa et Lindsay. Et voilà, et ça permet d'aboutir à un certain nombre de choses. Donc typiquement, les points d'entrée, c'est souvent des colloques de pédagogie, donc comme CUPES qui a lieu cette année. Est-ce que vous connaissez CUPES? Qui est-ce qui connaît CUPES? Que j'ai une petite idée. Qui est-ce qui a déjà été à CUPES? Donc là, CUPES, c'est assez sympa pour commencer parce que c'est un endroit dans lequel il y a vraiment beaucoup d'enseignants de plein d'universités francophones, pas que françaises, et où du coup le format c'est de venir présenter en 15 minutes, je dis 15 minutes, je crois que c'est 15 minutes, ce qu'on fait en classe, et où il faut rédiger un truc avant pour y aller, ce qui fait qu'après il y a des traces, il y a des actes de colloque dans lesquels il y a des choses qui restent, et d'où le fait qu'un jour quelqu'un m'ait contacté en disant j'ai lu votre CUPES, je suis très intéressée. Donc il y a ça, il y a IPU, en fait 1 année sur 2 c'est CUPES, 1 année sur 2 c'est IPU, qui est l'Association internationale de pédagogie universitaire, qui fait un peu la même chose, c'est pour ça qu'ils sont 1 année sur 2, dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de conseillers pédagogiques et de chercheurs et peut-être un petit peu moins d'enseignants, même si on trouve les 3 publics dans les 2 conférences. Donc souvent, moi je trouve que le bon point d'entrée c'est CUPES. Il y a des revues associées, donc quand on participe à ça, après on peut soit tel quel, soit en améliorant l'article, publié avec les actes de colloque dans des revues, même type RIPES, etc., qui sont associées à ça. Donc c'est des bons points d'entrée. Et après, il y a une revue qui a été créée par Bordeaux il y a très peu de temps, il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui est faite pour les enseignants justement, qui s'appelle Études et pédagogie, et où l'idée c'est d'être une porte d'entrée dans laquelle on peut venir pour raconter sa pratique. Donc voilà, ça permet d'aller présenter. Là, on a même fait un symposium où on a rassemblé des communications de différentes personnes de la chaire pour présenter ensemble, on était trop contents. Et donc ça c'est la photo. Et c'est l'occasion de parler de ce qu'on fait, de rencontrer des gens qui font des choses un peu proches, et puis de laisser des traces après qui sont valorisables, parce que on a l'acte de colloque ou le papier, et donc ça peut être montré aux collègues, ça peut être mis dans un CV, ça laisse des traces plus que les échanges qu'on a à la machine à café, et sur lesquels on est sur des choses qui sont beaucoup plus impalpables. Voilà, donc ça donne des papiers. Alors ça, c'est un des... ça donne, c'est ce que je disais, là, c'était notre symposium où des vrais papiers. Bon, Isabelle et Armel, elles ont fait un truc... en fait, on a 3 équipes, même si c'est d'elles dont je parle le plus, qui ont contribué à la revue didactique, qui est une vraie revue de recherche en éducation. Parce qu'il y avait un appel spécial sur la pédagogie active dans le supérieur, et en fait... des gens qui étaient sur le terrain avec déjà des prises de données, des choses concrètes et qui avaient le bagage pour écrire des papiers, et il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, sur les 5 articles qui ont été dans ce numéro-là, il y en avait 3 de la chaire, alors on était trop fiers. Donc voilà, ça peut aller jusque-là. Un mot pour vous dire que donc pour publier, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Enfin, pour rédiger, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Et en fait, en fonction des disciplines, il y a des gens qui trouvent que c'est très familier par rapport à leur recherche à eux. Parce que toute la question, c'est de dire, on sait publier dans notre discipline initiale, mais ça ne veut pas dire qu'on sait publier en sciences de l'éduc, évidemment. Il y a des codes qui ne sont pas les mêmes, on ne sait pas où sont les bons papiers. Enfin, ça pose plein de questions.
Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'être accompagné ou être dans un collectif, ça fait gagner vachement de temps. Et après, il y a une acculturation qui est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile en fonction de la discipline. C'est-à-dire que quand on montre comment est structuré un article en sciences de l'éduc, il y a des gens qui nous disent c'est bon quoi, genre tu vas pas m'expliquer la vie. Je suis prof en je sais pas quoi, genre en géologie, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup par exemple. Donc pour eux, ils comprennent même pas pourquoi est-ce qu'on dit que ça a l'air dur, alors qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est pas du tout la même façon de structurer l'article et donc ils sont hyper perdus. Et dans mon expérience, c'est ce qui arrivait souvent, et ce que me renvoyaient aussi beaucoup les postdocs, c'est que souvent, on est là, puis on raconte notre vie, alors j'ai eu tel problème, alors du coup j'ai mis ça en place, puis je suis content pour ça, par contre on me pose telle question, etc. Et ce que faisaient beaucoup les postdocs, c'est qu'ils nous disaient, non, ça tu le mets là, ça tu le mets là. Et donc le contenu y était, mais par contre les codes n'y étaient pas. Donc il fallait qu'on apprenne à rentrer dans finalement à quoi ressemble un papier pour qu'il soit aussi plus facilement lu par des gens qui ont l'habitude, et puis pour rentrer un petit peu dans ce domaine-là. Donc on s'est listé un peu dans chacune des étapes, qu'est-ce qui était difficile, où est-ce que l'accompagnement était particulièrement pertinent et intéressant, et on est en train de formaliser des outils qui vont aider à chaque fois chacune de ces étapes-là. Donc soit un enseignant peut s'en saisir tout seul, soit c'est pour accompagner les gens qui font cet accompagnement-là. Donc par exemple, je sais pas, on a fait un Zotero dans lequel il y a plein de références biblio, comme ça si on se pose une question sur l'engagement, on peut cliquer sur engagement et trouver 3 papiers dessus. Et c'est le genre de truc, effectivement, au début, quand on faisait le journal club, on était OK, on va lire des papiers et des bouquins, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir quels sont les bouquins et les papiers? Nous, on débarquait vraiment comme enseignant, quoi. On n'était pas un service d'appui, il n'y avait pas d'ingénieur pédagogique, donc on avait vraiment très très peu d'idées de comment faire. Donc voilà, il y a des choses comme ça, comme trouver de la biblio. Et puis il y a des choses qui sont plus pour soutenir l'interaction. Par exemple, on est en train de faire des outils pour aider à amorcer la discussion au début d'un projet, pour justement définir c'est quoi mon objectif, c'est quoi ma temporalité, qu'est-ce que j'ai déjà comme matériaux, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire comme analyse. Donc il y a une douzaine d'outils qui sont en cours de fabrication, dont on a la matière et qu'on est en train de mettre en place. Et ils ne sont pas terminés, mais je vous ai ramené quelques échantillons de ce à quoi ça ressemble. Je ne les ai pas tous. Et du coup, si vous voulez venir jeter un coup d'œil à la fin, ça fait partie des objets concrets. Je m'excuse pour ceux et celles qui sont à distance. Je les laisserai à capsule que vous pouvez regarder. Toujours dans cette idée de groupement d'intérêt public, on essaye de toucher des gens au-delà de vraiment notre périmètre initial. Donc voilà, il y a des choses sur choisir une question, construire une problématique, trouver les mots-clés qui vont nous permettre de structurer toute la réflexion, avoir une idée de mais du coup je publie où, il me faut c'est combien de pages, à quoi ça ressemble. Donc il y a des listes de revues ou des exemples qu'on donne. Avec la base de questionnaire, c'était l'anti-sèche. C'était un peu... Moi je suis toujours la demandeuse d'anti-sèche. C'est un truc où j'ai demandé à ma postdoc Marine, je fais « Marine, tu veux pas me compiler plein de questionnaires parce que j'ai envie de poser des questions, mais je sais pas trop lesquelles, et du coup, je pourrais genre feuilleter et puis dire oui, non, ah oui, c'est cette question-là que je veux. » Donc, il y a une grosse compilation de trucs comme ça à regarder pour pouvoir se dire « Tiens, moi, en fait, ça s'appelle sentiment d'auto-efficacité, ou alors c'est intérêt pour les sciences dans cette version-là. » Parce que c'est vraiment ce truc-là, quand on commence, on sait ce qu'on veut intuitivement, mais on n'a pas les mots et ça prend du temps de trouver ce qui nous intéresse vraiment. Donc voilà, une base de questionnaires, et puis plein d'exemples de... alors il y a aussi un truc sur l'analyse de données, parce que les analyses stats ne sont pas du tout celles que moi je connaissais. Enfin, j'ai appris à traiter des données, mais pas du tout avec ces modèles-là. Donc quelques éléments autour de ça. Et puis pas mal de choses autour de la rédaction, parce que les codes ne sont pas forcément les mêmes. Et donc voilà, comme... Marine et Cédric avaient tendance à me dire qu'ils retrouvaient toujours un peu ils refaisaient toujours les mêmes types de commentaires quand ils relisaient ce qu'on faisait. Du coup, je leur dis, mais puisque vous avez toujours les mêmes types de commentaires, vous voulez pas faire une liste? Et puis après, moi, j'ai ma checklist, et une fois que j'ai écrit ma première version, je peux regarder et dire, alors, ça, faut que je corrige, ça, c'est bon, ça, faut que je corrige. Puis ça fait moins de travail pour la personne qui accompagne. Donc voilà où on en est, au bout de 5 ans. J'ai fini avec la présentation de la chaire. J'ai préparé des slides qui sont plus mes réflexions personnelles sur qu'est-ce que c'est que passer de praticien à chercheur, c'est quoi les difficultés. Mais je propose peut-être de faire un temps pour prendre les questions et avoir un temps d'échange, et éventuellement, en fonction du temps qui restera, de faire cette partie-là, qui me semble assez optionnelle. D'ailleurs, ça, je pense que ça peut venir aussi de la discussion. Et vous m'avez peu interrompu, donc il me semble qu'il faut faire un break. Oui. Tu peux peut-être préciser pour les questionnaires, du coup, ouais. Quel genre de choses existent déjà dans la littérature, mais... Enfin, moi, j'ai découvert ça, que je cherchais sur l'autorégulation de l'apprentissage, mais après, il y a tout un type de questionnaires qui existent déjà en sciences de l'éduc pour évaluer la motivation et les stratégies d'apprentissage, pour évaluer, je sais pas, le sentiment d'auto-efficacité, d'efficacité personnelle. Ouais.
qui sont validées parfois dans une langue, parfois aussi en français ou pas. Enfin, le fait qu'il existe déjà toute une banque de questions, parce que la formulation est importante pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la compréhension de la question, etc. Et moi, j'ai trouvé une découverte que ça existe pas. Martin dirait, si tu te poses une question, il y a forcément déjà un questionnaire dessus. Donc, je peux pas couvrir l'ensemble du spectre, mais effectivement, d'abord, c'est bien de savoir ça. Je pense que souvent, dans les questions qu'on se pose, il y a des questions sur la motivation et l'engagement des étudiants. Je pense que ça, c'est un grand classique. D'une nature très différente, on les a peu utilisés, mais il y a des questionnaires, tous les questionnaires de préconception naïve, les questionnaires conceptuels, en particulier en physique, la MECA, ça a été hyper utilisé, etc., qui existent et où du coup on peut tester la compréhension profonde des étudiants. Et après, je crois que, on peut travailler sur l'intérêt pour les sciences, sur la collaboration. Il y a vraiment de tout, quitte à aller chercher en psycho, en fait, où là, ils ont vraiment des grosses bases. Il y a une question à distance? Oui, Christelle. Enfin, oui, Marlène. Oui, bon, toi, tu m'entends, oui. Oui, d'accord, ok. Parce qu'on ne peut pas poser la question dans le chat, donc c'est vrai que j'ai levé la main. Donc, vous parlez des questionnaires. Moi, je suis intéressée, en fait, pour ça, où les trouver. Est-ce que vous avez une rubrique avec selon ce qu'on veut évaluer pour aller chercher que le questionnaire, est-ce que vous avez une base? Alors moi, ma base, c'était mes postdocs et c'était Martin. Donc peut-être que votre base, ce sera Paola. Je trouve qu'en fait, le plus dur, c'est d'avoir les bons mots-clés, parce qu'après, si on connaît les mots-clés, on peut trouver dans un Google Scholar et Eric, ou bref, il y a des sites qui sont dans les outils. Il y a une liste de moteurs de recherche, on peut trouver des références. Le plus dur, souvent, c'est de savoir que ça s'appelle comme ça. Et c'est pour ça que moi, la base de questionnaire, ce qui m'intéressait, c'était pas tant d'avoir la ref, parce que je pense qu'on l'a quand on a le mot-clé, c'était que j'étais pas capable de mettre des mots sur ce que je cherchais, et que quand je lisais le questionnaire de type, je sais pas quoi, j'ai trouvé que les supports étaient bien, j'ai travaillé à la maison, je suis là genre, oui, c'est ça que j'ai envie de savoir si on travaille à la maison. Après, c'est quoi le terme concret qu'il y a derrière? Ça, moi, je sais pas forcément, quoi. Sachant que les outils étant pas encore sortis, pour l'instant, on s'est pas basé sur des outils, c'était vraiment des discussions entre les postdocs qui accompagnaient les équipes, et les équipes, où par la discussion, l'accompagnateur ou l'accompagnatrice était là genre, mais moi je pense que ce qui t'intéresse c'est ça, et envoyer des références. C'est tout l'intérêt de travailler en partenariat avec des gens qui ont ce bagage-là, en fait. D'accord. Ok, merci beaucoup. Puis la difficulté de transformation pédagogique, c'est le manque d'engagement des collègues. Et souvent, la raison donnée, c'est « Ah oui, mais ce travail-là, il n'est pas valorisé si je m'engage pour l'enseignement. » Contrairement à la recherche, où le travail de recherche est valorisé parce que j'écris une publie derrière, et après, nombre de publis, ma valorisation, facteur d'impact. Je peux penser ce qu'on peut de cela, mais ça fonctionne comme ça actuellement. Donc, avec cette approche-là, publier aussi sur la partie enseignement, on pourrait penser que oui, ça peut rentrer dans ce même système d'évaluation bibliométrique, etc. Est-ce que c'est le cas? Si oui, est-ce que c'était bénéfique pour les gens qui l'ont fait? Est-ce que, en fait, il ne faut surtout pas le faire ni pour l'enseignement ni pour la recherche, etc. Quelles sont les expériences? Ouais, donc moi je me sens pas légitime pour exprimer un avis général sur ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire, même si on voit bien comment ça peut à la fois servir de valorisation et quelle dérive il y aurait si tout d'un coup il fallait que tout le monde se mette à publier sur ses pratiques d'enseignement, en plus du reste sans moyen. On est d'accord que c'est pas ça l'objectif. Je pense que la plupart des gens qui sont engagés dans ce processus-là, alors je parle de mon contexte, c'est un contexte dans lequel ils n'avaient pas de décharge, ils n'avaient pas de raison de le faire autre que leur motivation propre, et ça prend du temps. Donc moi j'ai tendance à penser que la plupart des gens l'ont quand même fait pour leur curiosité et pour leur développement personnel, et pas parce que ça allait leur servir. Même si j'exclus pas qu'il y en ait peut-être qui l'aient fait aussi pour ça, mais je pense pas que ça puisse être la seule motivation aujourd'hui dans mon contexte. Je pense pas que la reconnaissance institutionnelle quand on publie soit telle que quelqu'un que ça intéresse pas se mette à le faire. On n'en est clairement pas là. Après, il y en a qui ont eu des primes RIPEC et qui ont pu rajouter ça dans leur dossier pour demander leur prime, donc je pense que ça a pu faciliter une reconnaissance qui aurait peut-être eu lieu sans ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour répondre à ça? Ah oui, ce que je trouve intéressant, qui arrive dans les nouveaux projets, c'est que maintenant, j'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont obtenu de l'argent par l'université via les appels à projets, et ils ont envie de documenter ce qu'ils ont fait et de regarder un peu si ce qu'ils ont fait marchait.
Et donc, je trouve que là, il y a une petite bascule qui s'opère peut-être sur le fait, au début, de juste se dire, j'ai ça dans ma classe, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Et puis, une démarche qui me semble plus institutionnelle, de dire, à partir du moment où l'université donne de l'argent pour mettre en place des expérimentations pédagogiques, et qu'on a les moyens d'accompagner pour que la personne puisse essayer de mesurer quelque chose, du coup, est-ce qu'on considère que c'est un plus? Est-ce qu'on considère qu'un jour, ce sera une norme si l'accompagnement est à côté? Comment est-ce qu'on accompagne ça? Ça, c'est une réflexion qui est peut-être un petit peu plus institutionnelle, mais qui est très embryonnaire. Sur la carte que vous avez montrée tout à l'heure, il n'y a pas de cas. Chacun avec son rythme. Ouais. Mais typiquement, pour faire des mesures, je trouve que c'est souvent assez compliqué. Si on veut faire une mesure progressive pour un semestre, il y a des préconisations, s'il faut avoir déjà fait une fois la transformation une première fois. Est-ce qu'on doit début? Est-ce qu'il y en a qui nous accompagnent? Donc, bon, encore une fois, on a une démarche hyper pragmatique. Donc, dans les faits, c'est mieux de le faire avant, puis de le faire même tellement en amont qu'éventuellement, tu le fais avant d'avoir mis en place ta transformation pédagogique. Et puis après, tu as une genre de pré-test, post-test, même si les choses sont pas toutes égales par ailleurs, etc. Dans la vraie vie, souvent, moi en tout cas, j'ai fait mon cours, puis après, je me dis, tiens, j'ai trop envie d'en parler, puis le cours, il a eu lieu. Enfin, je veux dire, et donc, on commence par ça, souvent. Et peut-être que tu fais un petit questionnaire, mais qu'il est mieux fait. Allez, tu le fais a posteriori, ça te fait déjà quelque chose. Mais tu vois, alors, ça dépend où tu vas et comment tu le fais. Mais par exemple, il y a une conférence je crois que c'est Pédagogie des sciences qui est internationale, qui est une grosse conf où on peut présenter des choses. Et nous, on a présenté un truc sur la façon dont on avait structuré le contenu de maths. Et là, on n'a pris aucune donnée. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Parce que dans le contenu de maths, on avait voulu intégrer un certain nombre de choses. On voulait qu'ils oublient et qu'ils répètent. Donc, on avait un truc un peu circulaire où des fois, on commençait un concept. Par exemple, on allait faire les intégrales simples, on allait faire autre chose, puis après, on allait faire les intégrales compliquées. Où on avait décidé de l'ordre aussi en se disant ils vont avoir besoin de ça en physique. Alors ça, même si c'est dur, on le met tôt parce qu'ils en ont besoin pour le cours de machin. Et on a décrit notre conception. Et là, ce qui donne une forme de légitimité ou de structure, c'est pas la mesure, c'est le fait de te raccrocher à des cadres théoriques. Et donc, tu vas mettre des mots sur ce que tu fais et tu vas expliciter enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. On a explicité notre démarche en utilisant les termes qui vont bien, en expliquant comment on l'a conçu. Et alors, peut-être que c'est pas du tout ce qu'il faut faire et que après, une fois que cette vidéo sera diffusée sur Internet, ce sera compliqué. Mais enfin, dans la vraie vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'on a fait et on met des mots. Et ça donne un premier niveau de communication. Et puis, le fait de faire ça, ça fait qu'on peut se dire, tiens, quand on l'a fait, on n'a pas pensé à ça, peut-être qu'on va le faire pour la prochaine fois. Ou bien, on va se dire, tiens, là, ça aurait été vachement bien d'avoir des données sur ça. Et puis, du coup, on le met en place. Et c'est en ça que, pour moi, c'est vraiment un truc où on accepte de vivre avec l'imperfection. On part de ce qu'on a. On fait un peu comme on peut avec le temps qu'on a. Puis, des fois, on rate la première deadline parce que c'était juste pas possible cette année. Et comme on est sur un processus répétitif où tous les ans, il y a des yeux qui se répètent, même si on change, on est aussi sur des temps longs. Et effectivement, pour moi, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont à fond et qui, du coup, peuvent faire très vite. Et puis, par exemple, Morgane, là, qui a fait un vrai papier en mesurant proprement, etc., elle a pris des responsabilités sur autre chose et du coup, elle a arrêté de s'intéresser à ce truc spécifiquement. Elle a été au bout de son process, elle est passée à autre chose. Elle a été d'une certaine manière assez intense, même si ça prend du temps et voilà. Il y en a d'autres, ils suivent leur fil sur plusieurs années. Et pour moi, tout est possible. En plusieurs étapes. Quel type de lecteurs utilisent ce genre d'article? Une hypothèse 1, c'est peut-être les enseignants. Et est-ce du coup, dans ce cas, vous auriez des exemples d'enseignants qui ont lu des articles de ce type et dont ils ont retiré des informations, des expériences, tout pour changer leur enseignement? 2, peut-être des chercheurs en sciences de l'éducation. Et si oui, comment ces chercheurs utilisent ce genre d'article dans leur travail? Alors, sur les collègues, les seules anecdotes que j'ai, c'est effectivement à la fois cette personne qui m'a écrit et où j'étais hyper surprise. Et je me suis dit, en fait, ça marche vraiment. Donc, je ne sais pas à quel point c'est représentatif. Parce que souvent, en fait, c'est plutôt que pour les actes de colloque, c'est que tu vas en colloque, tu écoutes ce que les gens disent et après, ça te permet d'avoir une trace. Si jamais tu dis, on m'avait raconté un truc sympa et tu peux aller le chercher. Mais je pense que c'est déclenché par le fait que tu as entendu parler de certains trucs. Et après... à l'inverse, ça nous est arrivé en équipe d'aller justement à un QPS et qu'il y ait, alors je ne sais plus si c'était sur le débat, il y ait une présentation qui nous est vachement intéressée et après mon collègue Tony, il a lu vachement sur le sujet, il l'a intégré dans son enseignement. Donc je ne sais pas s'il faut le faire
principalement ou juste pour ça. C'est-à-dire que moi, je le fais en me disant, ça me permet de me poser, de réfléchir et de laisser une trace. Ça donne souvent l'occasion de parler si on choisit d'aller dans des colloques et donc de rencontrer des collègues. Et après, tant mieux s'il y a des gens qui le lisent derrière et qui le prennent. Si je voulais que ce soit pour diffuser ma pratique uniquement, je ne sais pas si c'est le format que j'aurais choisi. Parce qu'il y aurait possibilité de faire d'autres choses, venir faire des vidéos. Enfin, on a d'autres types de supports d'ailleurs qu'on a développés au CEP. Et ensuite, pour les chercheurs, je ne suis pas sûre que la communication telle qu'on l'a fait en soi soit nourrissante ou intéressante. Par contre, le fait de discuter avec des équipes fait que parfois, ça leur donne des idées de terrain potentiel. Et je pense que c'est pas pour ça qu'ils sont venus au début. Moi, je pense que dans notre cas à nous, il y a eu un truc de goût de l'aventure avec Martin, on s'était bien entendu et on a eu envie d'essayer, et puis il a entraîné tout le monde derrière lui, et des relations humaines. Après, quand André Sébastien était en sabbatique, il disait des fois c'est pas si simple pour nous d'accéder aux données, d'accéder aux notes par exemple. Parce que justement, nous, on a la tête dans le guidon et on ne sait pas forcément que c'est intéressant, il faut nettoyer, transférer, etc. Et donc, pour eux, ça peut être intéressant de connaître des enseignants parce que dans l'ensemble du lot, il y en a peut-être certains qui vont s'intéresser à la même chose qu'eux et donc, du coup, qui vont permettre d'avoir une forme de terrain de recherche. Et c'est des questions qu'on se pose avec Martin aussi sur des questions didactiques des sciences. Où, en fait, ils ont des modèles de différentes façons d'essayer d'enseigner les concepts compliqués, ceux qui résistent vraiment. Et il n'y a pas de consensus dans la littérature sur qu'est-ce qu'il y a de mieux. Est-ce que ce qu'il y a de mieux, c'est de confronter? Est-ce que c'est d'y aller doucement? Est-ce que ce qu'il y a de mieux, c'est de présenter la nouvelle notion? Est-ce que faut commencer par déconstruire ou pas? En fait, c'est pas si clair. Et donc, je pense que typiquement, on a des échanges sur le fait que s'il y a des enseignants que ça intéresse, eux, ça les intéresserait vachement. De pouvoir mettre en place des petites expériences et de mesurer des effets sur les notes où il y a des questionnaires, etc. Donc, je pense qu'on s'achemine un peu vers ça. On a Diane aussi qui travaille sur l'évaluation sans notes. Elle est spécialiste de l'évaluation et l'évaluation, c'est un facteur majeur pour la motivation, mais c'est aussi un facteur majeur de stress et d'apprentissage de surface. Donc, c'est quand même un gros problème. Et donc, elle a un groupe de travail dans lequel elle a engagé des enseignants où ils travaillent sur le fait de ne pas mettre de notes et donc d'être peut-être dans des validations juste validées, non validées, pass-fail. Et on a une collègue, par exemple, qui a mis en place toute une méthodologie d'apprendre à apprendre. Dans laquelle il n'y a pas de notes, juste il valide, il valide pas. Et donc là, il y a quelques mois, j'ai vu passer un mail où Diane demande à Fabienne est-ce que ça te dit d'écrire un chapitre dans un des livres que je vais faire là-dessus pour parler de ton expérience. Donc voilà, ça va vers ça, même si c'était pas forcément l'objectif initial. Ce qui est chouette, d'ailleurs. Je trouve que pour Fabienne, avoir un chapitre dans lequel elle raconte comment elle a réussi à mettre en place un enseignement où il n'y a pas de notes et elle a quand même tous les élèves qui viennent, c'est quand même assez cool. Moi, une question, parce que j'ai vu quelques mots-clés du genre recherche-action, des trucs comme ça, pratique. Ouais. Donc, il y a un truc qui s'appelle l'analyse des pratiques professionnelles, qui est pas mal utilisé, par exemple, en médecine ou quand on a des relations avec donc les compaling, tous des trucs comme ça. Et en même temps, il y a des approches cliniques et qui partent vraiment des pratiques où on va rassembler un peu d'enseignants qui connaissent les pratiques avec peut-être un chercheur ou une chercheuse spécialiste. Est-ce que vous avez pensé à des approches de ce type-là? Est-ce que vous en êtes inspiré ou pas du tout? Non, moi je les connais pas, donc je m'en suis pas inspirée. Après, je sais pas à quel point c'est proche ou pas du coup. L'idée, après, c'est de vraiment partir des pratiques et ça a l'air d'être déjà ce que vous faites. Ouais. Mais ensuite, c'est vraiment l'idée aussi de faire un groupe où il y a cet échange de pratiques entre différents enseignants et enseignantes et de construire, en fait, itérativement là-dessus en partageant et en s'échangeant, on va dire, les bonnes pratiques. Et ça a l'air de ressembler au comité de pratique. Après, est-ce que dans ce que tu racontes, il y a une question de rédiger sur ses propres pratiques et de publier dessus? Oui. D'accord. En fait, ça part aussi d'une demande. Ouais. A priori, ça part d'une demande des enseignants, enseignantes. Ouais. Je ne sais pas, par exemple, ils sont nuls en mathématiques, comment faire pour qu'ils s'en sortent ou des choses comme ça, quoi. Et après, le groupe est là aussi pour répondre à la demande d'un enseignant. Je dis ça aussi parce que assez souvent, on va nous parachuter en fait des thématiques du genre les compétences. Même si c'est un truc, bon, voilà, ça peut nous intéresser en soi. N'empêche que beaucoup reçoivent ça comme une injonction. Et
qui perçoivent pas en fait vraiment en quoi ça concerne leur pratique de tous les jours. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le côté collectif qui pour moi ne rejoint pas la chaire, parce que dans la chaire, chaque enseignant est sur sa question. Et après, tu as des questions proches, donc évidemment, on discute. Donc c'est en ça que moi, ça me fait plus, par exemple, penser à notre comité de pratique SOS Maths qu'à la chaire en tant que telle. Après, c'est vrai que ce que je trouve important, ce à quoi je tiens dans ce dispositif-là, c'est vraiment ce truc où c'est les équipes qui portent. Et pour moi, c'est elles qui font ou devraient tout faire en étant accompagnées. Dès le début, c'est elles qui choisissent la question, c'est elles qui font les analyses, c'est elles qui rédigent. Alors, la première fois, les analyses, ils sont hyper aidés, voire c'est les postdocs qui font un peu parce que ça fait gagner du temps et ça permet de voir des résultats. Et pour moi, il y a un choix qu'on a fait d'avoir un truc où les enseignants sont dans une forme d'autonomisation et de développement de compétences, qui n'est pas forcément un choix qu'on va trouver dans tous les dispositifs. Et en particulier, on peut très bien avoir aussi des moments où le chercheur a sa question de recherche, il cherche des terrains, et là, on accepte de servir de terrain, mais on n'a pas forcément la main sur la question, le dispositif, et c'est pas nous qui faisons l'analyse. On essaye au maximum d'être dans quelque chose qui est plutôt porté par les enseignants, effectivement, qui du coup construisent leur sens. C'est aussi ce que je disais au début, on renvoyait la semaine dernière une des enseignantes qui disait bah ouais, en fait, j'ai des valeurs très fortes et j'essaie de les mettre dans mon enseignement et j'arrive pas forcément à trouver comment les véhiculer dans mon enseignement, quoi faire concrètement pour ça. Et j'ai fait plein de trucs au hasard. Et là, j'ai envie de me poser pour voir justement, avec les bons mots, qu'est-ce que je peux faire et pour le faire de manière un petit peu plus structurée. Ouais. On va suivre ces échanges, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, j'avais une question. La remarque, c'est pour répondre à la question antérieure de Christelle, qui faisait la question est-ce qu'il existe un site internet où aller chercher les questionnaires? Site web qui est plutôt bien fait, c'est le site de la fabrique de l'université de Vienne. C'est une fabrique-formation.unix.cl. Et ils ont en anglais des outils d'évaluation. Et là, il y a un truc, au moins une vingtaine de questionnaires. Une source de l'éducation et de la formation, justement la motivation, l'autodétermination, l'autorégulation, etc. Donc ça peut être intéressant. Et j'avais une question, je trouvais intéressant pour essayer les personnes, les enseignants pour écrire, notamment pour les QPMS. Ouais. Et savoir, il est difficile en 3 jours d'écrire, de tout poser, notamment si on n'a pas de recueil, c'est de recueil de CA. Ouais. Donc, au final, les personnes que vous réunissiez 3 jours, comme un petit peu des ateliers d'écriture, est-ce que vous les aviez accompagnés auparavant? Comment est-ce qu'ils avaient fait pour justement mener leur recueil de données? Ouais, je pense que la plupart d'entre eux, effectivement, c'est des gens qui découvrent pas la chaire le jour où ils viennent ils viennent pas au début de la journée des 2 jours ou des 3 jours en venant pour la première fois et en n'ayant rien. Donc après, ils peuvent être accompagnés, mais donc ils ont souvent déjà de la matière. Après, c'est ce que je disais. Ça dépend quand est-ce qu'on le fait. Si on le fait la veille de la date de soumission, évidemment, il n'y aura rien. Si c'est quelques semaines avant, ça permet quand même de choisir un questionnaire et de l'envoyer à ses étudiants, par exemple, pour avoir des retours. Et là, par exemple, QPES, il y avait deux vagues. Il y avait une vague 1, vague 2. Donc, ça permettait aussi d'avoir un atelier pour la vague 1 qui permettent à certaines personnes de soumettre pour la vague 1 et puis qui, pour d'autres, poser un cadre pour faire un petit peu plus en attendant la vague 2. Mais on n'a effectivement pas de gens qui viennent les mains dans les poches et qui ressortent avec un article 2 jours après, quoi. Ce qu'on fait aussi qui est assez sympa, voilà. Ce qu'on fait qui est très sympa avant l'atelier d'écriture, et là on essaie de le faire 1 ou 2 mois avant, c'est un petit genre de brainstorm où les équipes qui seraient intéressées viennent, et là il y a un échange avec Martin qui est super fort pour ça, où on vient, on raconte un peu ce qu'on fait, puis lui il met des mots, il dit mais alors est-ce que ta problématique de recherche ce serait pas ci, ce serait pas ça, puis il essaye jusqu'à trouver le moment où l'enseignant dit ah oui c'est ça, et du coup ça prend genre 10 minutes par équipe, et puis on fait ça un tour de table. Il y a un côté très sympa je trouve dans le fait de faire ça en collectif et de voir le processus sur les autres. Je sais que dans la première année ou la première fois qu'on avait fait ça, on avait eu un truc où nous on avait du temps bloqué, on travaillait,
C'était peut-être même avant l'arrivée de la première postdoc. Et il y avait un temps qui était bloqué avec Martin où on travaillait, puis après on lui montrait ce qu'on avait fait, il réagissait en direct. Et puis il y avait 2 jours, donc on avait fait version 1, version 2. Et j'avais trouvé ça fascinant parce que, en fait, la première équipe vient, alors il dit « Ah, c'est super, Martin est super positif, c'est super, nanana, voilà ce que tu pourrais faire pour améliorer ta proposition. » Et puis donc, machin, c'est super, nanana. On passe au deuxième groupe. Ah, c'est super, voilà ce que tu veux faire pour améliorer ta proposition. Puis en fait, au bout de 4 fois, je me suis rendu compte que quand même, il y avait des choses qui étaient quand même très communes. Et j'ai trouvé que le fait de le voir sur des exemples concrets, avec des choses portées par des collègues, moi, ça m'avait vachement aidé à comprendre ce qu'on essayait de faire. Et ça m'avait vachement fait progresser dans les méthodos. Donc ça, c'était assez chouette. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux... Je sais pas quelle heure il est aussi, combien de temps il nous reste. 2 heures. Une question. La pause crédit. C'est suite aussi aux soirées publiques. Je suis tout à fait d'accord et c'est merveilleux le travail qui est fait pour apprendre le vocabulaire, pour pouvoir parler à la communauté. Parce qu'il faut avoir le vocabulaire très précis, etc. De l'autre côté, on a aussi les autres praticiens qui ne sont pas dans cette communauté et qui doivent comprendre. On a peut-être aussi le choix d'écrire une sorte de vulgarisation. Je ne sais pas si c'est par l'écriture que ça doit passer ou que ça peut passer. Je pense que tout a essayé, donc je ne porte pas de jugement de valeur. Par contre, je pense que c'est à l'oral que ça se joue. Moi, j'ai vraiment l'impression c'est comme si on essayait d'avoir des gens qui devenaient bilingues et qui avaient la capacité d'utiliser un mot qui est le mot rigoureux, mais de le mettre avec nos mots à nous pour qu'il soit compréhensible. Et j'ai eu parfois cette expérience-là, même à la dernière table ronde à laquelle j'ai participé la semaine dernière, où j'étais avec un prof en sciences de l'éduc, et moi c'est toujours le truc, je suis en panique, parce que je reste une praticienne, je parle avec mes mots, et quand je parle au prof, j'ai commencé en me disant, est-ce que vous avez déjà posé des questions de savoir, est-ce que ce que vous faites, ça marche? Ça, c'est mon langage. Et je l'entendais, et je trouvais qu'il parlait, et moi j'étais hyper intimidée, parce qu'il mettait des mots qui étaient les bons sur ce que j'essayais de faire, et donc je me sentais toute petite. Et en même temps, j'avais quand même l'impression que par mon vocabulaire, il y avait certains enseignants qui allaient peut-être se sentir plus directement touchés que par son vocabulaire. Ça dépendait beaucoup du background et du chemin que la personne avait traversé. Donc il me semble que l'idée, c'est pas de remplacer un vocabulaire de praticien par remplacer un vocabulaire de chercheur, c'est d'arriver à être bilingue pour faire le lien entre ce que je vis dans ma classe et ce que les autres ont cherché à analyser et que je peux piquer parce que du coup, ils ont pris plus de temps que ce que moi j'ai à disposition pour penser l'ensemble en fait. Pour moi, c'est du bilinguisme et ça passe par l'oral. C'est pas forcément le fait de passer par l'écrit. Après, il nous reste 15 minutes. Après, s'il y a encore des questions. Je peux éventuellement passer ça, mais on peut aussi dire que c'est beaucoup et arrêter. Tout à l'heure, tu disais, du coup, tu parlais de SOS Math et de la communauté de pratique. Tu peux en dire un petit peu plus? Oui, du coup, c'était un peu ce truc où on se disait, c'est un work in progress en fait, où on a ce truc qui, moi, me concerne et je pense concerner tous mes collègues on est là, on veut leur apprendre des maths de début d'université ou de lycée pour qu'ils puissent faire de la physique. Et puis voilà, ils sont là et puis ils écrivent n'importe quoi sur un certain multiplication fraction. Et puis moi, je suis baba et je sais pas comment les aider en fait. Je me sens hyper démunie. Donc l'année dernière, ce qu'on faisait, c'est qu'on se réunissait toutes les 6 semaines. Et donc l'idée, c'était qu'on choisisse ensemble un peu ce qui nous intéressait. Donc on s'est dit que les fractions, par exemple, c'était un bon thème parce que c'était aussi transverse. Toutes les disciplines sont confrontées à ça. Et l'idée, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à essayer de noter justement les erreurs qu'ils font et de donner du sens aux erreurs qu'ils font, donc en essayant de s'appuyer sur Gisèle. Donc soit on part de ce que nous on voit et qu'on comprend pas et elle nous donne des éléments, soit elle va essayer de nous expliquer un petit peu par qu'est-ce qu'ils apprenaient à quel stade, parce que d'abord moi j'ai oublié, puis ça a un peu changé, pour essayer de se dire ah oui, en fait ce truc-là on leur a jamais enseigné en fait explicitement, et donc c'est peut-être pour ça que moi j'ai réussi toute seule comme une grande, parce que les maths c'était mon truc, mais que ça l'est pas. Par exemple, je sais plus, il y avait un exemple, je me rappelle de Tony qui il me disait voilà, il y a un étudiant, il a 2 facteurs de 1,5 plus i racine de 3 sur 2, alors qui simplifie pas forcément, et puis dans son cas qui simplifie, le 2 fois 1,5 il arrive à simplifier, et le 2 fois i racine de 3 sur 2 il le fait pas. Et donc d'abord moi au début quand je vois ça je suis un peu là genre mais pourquoi? Il y a un truc qui est vraiment et après ça nous a permis de discuter en disant en fait est-ce que c'est parce qu'il y a i, est-ce que c'est parce qu'il y a racine de 3, est-ce que c'est parce que 1,5 lui donne du sens et donc x2 il voit ce que ça fait, donc il est capable de dire que ça fait 1, et donc quand tu es face à quelque chose comme ça, voilà, comment est-ce que tu fais la différence
pour savoir si ça vient du fait que c'est des complexes, que c'est parce que tu as une racine, quelles questions tu poses. Et donc c'est un peu sur ces trucs-là où on essaie de trouver des stratégies en partant de moments où on n'a pas su aider les étudiants en fait. Et donc là, on est encore beaucoup dans la discussion informelle. On a un peu mis, moi j'ai un peu mis le groupe en pause quelques mois et on va le reprendre là. J'aimerais bien qu'à terme, on arrive à faire une genre de liste qu'on pourrait partager avec d'autres enseignants, mais on n'est pas du tout à ce stade de maturité. Là, c'est encore très exploratoire. Donc c'est un peu comme vous voulez. Soit on peut passer en revue un petit peu les slides qui sont là, soit on prend du temps pour que vous puissiez venir voir aussi les objets et puis poser des questions après. On va essayer une troisième partie qui reste. On l'a passé en revue rapidement. Donc là, pour moi, c'était un peu une réflexion que j'avais essayé de matérialiser sur... Comme il y a un truc, je trouve qu'il y a un changement de posture à faire entre je suis prof, je me pose plein de questions, et puis j'ai réussi à en choisir une et je le fais proprement. Et donc j'ai essayé un petit peu de mettre des mots dessus. Alors d'abord, pour moi, il y avait un truc où souvent, une des grandes des discussions éternelles que j'ai eues avec les postdocs, c'est que il y avait un truc où les équipes, moi en particulier, mais les équipes de manière générale, on a toujours des fois du mal à choisir une question. Et en fait, donc le sens que... Alors je vous parle de mon avis, c'est n'appuyer sur rien, et voilà, c'est vraiment genre... c'est mon ressenti. L'impression que j'avais, c'est que, en tout cas, moi en tant qu'enseignante, j'ai l'impression que j'ai toujours genre 10 radars en permanence, et que j'essaie d'en améliorer un petit peu un sans que tout se casse la gueule. Donc je veux que mes étudiants s'y sentent bien, je veux qu'ils comprennent en profondeur, je veux qu'ils se souviennent des trucs sur le long terme, je veux qu'ils puissent discuter ensemble, enfin, je veux qu'ils soient curieux. Et donc des fois je me dis bon là quand même j'en ai marre qu'ils oublient, donc je vais commencer, je vais prendre du temps pour faire un petit test en début de cours pour qu'il y ait de la remémorisation, et c'est un temps que je prends sur autre chose, donc peut-être que j'aurai moins de temps d'aller en profondeur. Donc il y a un truc de compromis avec lequel j'ai l'impression que je vis en permanence et où j'ai jamais de bonne réponse, parce que des fois faire un truc ça veut dire accepter de faire moins sur l'autre. Et donc, du coup, ça faisait qu'au début, quand je me prêtais cet exercice et j'essayais de choisir une question pour parler de ce que je faisais en classe, j'ai des souvenirs que j'avais l'impression que je rendais mon chercheur associé fou. Parce que dès qu'il trouvait un truc, genre, ah, mais alors ce qui t'intéresse, c'est la gestion de l'hétérogénéité, machin, c'est genre, oui, mais pas seulement, parce que quand je fais ça, il faut bien que je garde en tête le fait que, et puis je rajoutais tous les autres trucs. Alors, du coup, il essayait de comprendre, alors il me proposait une autre question, et donc il me proposait une autre question, et donc il disait, alors, donc ce qui t'intéresse vraiment, c'est le fait de prendre en compte la curiosité. Alors oui, mais pas seulement, parce que s'il est curieux, mais que ça va pas m'intéresser. Et donc il y avait une forme de tension qui faisait que je revenais tout le temps à la charge, et que voilà, et mes postdocs disaient, mais c'est très difficile cette phase-là. Et le sens que je donne à cette phase-là, du coup, de là où je suis maintenant, qui est vraiment ouverte à discussion, c'est que il y a un truc de posture. Donc voilà, donc du coup ça pose plein de questions. Je pense que je l'ai déjà en partie parcouru. Comment je choisis ma question, comment est-ce que je peux vivre avec le fait que je vais regarder les choses à une seule dimension. Alors ça, je m'étais dit, je suis pas sûre que ça existe dans la vraie vie, mais une autre façon de vivre avec, c'est peut-être d'accepter que, et ça je pense que c'est vrai même sans l'aspect recherche, on est une équipe et les étudiants ils passent dans les mains de plein de profs, dans les mains de plein de cours, et donc il y a peut-être un cours qui va se concentrer sur le raisonnement, et un cours qui va se concentrer sur la collaboration, et un cours qui va mettre plus spécifiquement l'accent dessus. Et du coup, voilà, on n'a pas forcément tout apporté soi. Ça dit en passant d'ailleurs, ouais, bon, je vais pas trop digresser. Ouais, le côté, comment est-ce qu'on fait aussi pour prendre des éléments de recherche et les adapter dans les contextes qui sont les nôtres, dans lesquels on manque de temps, pas que pour soi, mais aussi par rapport au temps qu'on a face aux étudiants. Et je me rappelle avoir vu comme ça un outil qui facilitait le raisonnement scientifique et qui était hyper construit, et où ils étaient capables de mesurer vraiment que les étudiants y raisonnaient mieux, alors en ayant bien défini ce que c'était que raisonner, et où c'était genre 12 fois 1 heure. Et c'était genre, mais c'est vraiment génial que vous ayez conçu un truc clé en main qu'on peut utiliser en classe, il y a des effets qui sont mesurés, vous l'avez fait hyper proprement, mais 12 fois 1 heure, quoi. Enfin, je veux dire, moi, vous n'avez pas 12 fois 10 minutes, même si l'effet est moins grand. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour adapter ces trucs-là. Et puis, il y a un truc aussi pour moi qui était un peu questionnant, c'était le fait de se dire, je pense que en tant que praticien, il y a ce truc où comme on a tous nos curseurs, même quand on en étudie un ou quand on en optimise un, il y a un peu ce truc où je me pose la question des effets secondaires. Donc c'était le terme que Marine mettait sur ce que je disais. C'est-à-dire je me dis, ok, c'est super si j'améliore, c'est ce que je disais, si j'améliore ma mémorisation, mais si ça joue si ça les démotive ou si ça joue sur d'autres facteurs, est-ce que vous pouvez me le dire? Comme ça, après, moi, je prends ma décision de manière éclairée. Et ça, je trouve que c'est pas toujours hyper facile à mettre en place, et c'est essentiel pour moi, mes choix d'enseignante.
Donc voilà, après, il y a ça, j'en ai pas mal parlé, il y a cette histoire d'accepter que c'est des cycles et qu'en fait, on fait à partir de ce qu'on a, on améliore au fur et à mesure et on fait pas forcément les choses, en tout cas, moi je fais pas ça, de manière linéaire, en faisant tout parfaitement étape après étape. Et alors ça, c'est pareil, c'est un peu pour rigoler. Et puis du coup, c'est pas très propre, etc. Mais j'ai essayé de me dire, j'ai l'impression que à gauche, en gros, c'est moi, et à droite, c'est Martin. C'était un peu comment est-ce que je pense quand je suis enseignante et comment est-ce que j'ai l'impression que les chercheurs vont penser. Et du coup, je trouvais que dans mon développement, il y a un peu un truc où les curseurs peuvent bouger. Ou alors, il y a des moments où je peux décider que je pense comme une enseignante, et puis des moments où je vais penser un peu plus comme une chercheuse. Et donc là, par exemple, le premier axe, c'est ce que je disais sur le fait qu'au début, en tant qu'enseignante, je suis là genre, mais non, mais il y a plein de trucs à prendre en compte, tu comprends pas, cette question de recherche-là, elle capture pas tout ce que je veux capturer. Alors que le chercheur va dire, non, mais tu choisis ce qui est prioritaire pour toi pour cette question, et puis tu vas le faire là-dessus. Ça, c'est un des axes. Celui que j'aimais bien aussi, c'est celui-là. C'est celui où je me disais que finalement, quand je mettais en place quelque chose, en vrai, moi, ce qui m'importe, c'est que ça marche. Et à la limite, si je sais pas pourquoi ça marche, mais que je vois que ça marche trop bien, je suis quand même assez contente. Alors que je me dis peut-être que si j'avais vraiment une casquette de chercheuse, si ça marche pas mais que j'ai compris un effet important, je vais être hyper excitée. Évidemment, dans la vraie vie, je veux les deux, je veux que ça marche et que j'ai compris pourquoi, mais si j'avais à choisir, j'ai l'impression que là, il y a peut-être un changement de posture qui peut se faire. Alors vraiment, tout ça, c'est mon impression, hein, ça se base que sur ça. Et donc voilà, j'ai l'impression que ce qui est important pour moi en tant qu'enseignante, c'est de pouvoir que les choses soient très adaptables. Même les questionnaires, au début, on voit les questionnaires, ils sont super, mais on a envie de les réécrire parce qu'on veut que ce soit un peu comme on veut. On veut que ce soit la durée qu'on veut, etc. Alors qu'en recherche, il y a quand même ce truc où, au contraire, si tu prends un questionnaire et que tu rechanges la façon de le faire, voilà, c'est pas bien. Mais en même temps, des fois, je suis là, oui, mais il y a trop de questions. Moi, je veux pas mettre 20 minutes pour le passer, j'en ai 5, donc tant pis. Donc, il y a un peu une tension comme ça qui peut exister. Et donc, il vient du fait d'être pragmatique, mais parfois au prix de la rigueur ou d'être rigoureux, au prix du temps ou de l'énergie qu'on doit y consacrer. Et où j'ai l'impression que, voilà, au début, le truc que je voulais, en vrai, c'était parler de ce que j'avais fait en classe, quoi. Et je trouvais que c'était cool d'avoir un cadre dans lequel faire, qu'il y ait des traces. Alors qu'à la fin, l'objectif change un peu, c'est pas parler de ce qu'on fait, c'est vraiment dire, je me pose pour me poser une question et d'essayer de me dire qu'est-ce que j'ai comme traces qui me permettent de savoir que j'ai eu un impact dans ce que j'ai fait. Donc voilà. Des élucubrations. Et voilà, je voulais terminer avec des photos parce que je parle seule, mais évidemment que je parle de l'expérience de plein de gens. Et donc, ces différents moments, soit des moments de travail pendant la semaine, dans petit groupe ou avec tout le monde. C'était un échange où Diane expliquait un peu comment est-ce qu'elle s'y prenait pour faire de l'analyse de verbatim, une partie de la présentation pendant le symposium. Pour moi, en tout cas, tel qu'on l'a vécu, il y a eu un truc vraiment un peu magique d'avoir construit un truc ensemble avec des profils différents et dans laquelle les gens pouvaient se retrouver et échanger, soit entre praticiens, entre collègues, parce que c'était un contexte qui permettait de se poser et de le faire, soit entre, chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants en sciences par exemple, et puis enseignants-chercheurs en didactique. Et voilà, j'espère que peut-être que ça mûrira, que certains d'entre vous tenteront l'expérience en étant accompagnés, et puis voilà, peut-être que vous serez amenés à rencontrer les personnes qui l'ont fait chez nous et que ce sera l'occasion de continuer à discuter. Voilà pour ce que j'avais préparé. Puis après, il y a tous les supports que vous pouvez venir voir quand vous voulez.